Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce mardi 15 novembre 2022. Le Bitcoin est sur son niveau des 16 800 $. On a eu une chute, une continuation baissière finalement avec un nouveau plus bas qui a été trouvé, en tout cas dans ce cycle baissier, je parle évidemment. Le Bitcoin a déjà été bien plus bas que ça lors des cycles précédents. Mais ce que je veux dire, c'est que là, voilà, on a touché un niveau relativement bas. On est allé chercher les 15 800 $. On rebondit sur les 16 800. L'Ether, lui, a testé son support des 1000 $ finalement pour rebondir également à la hausse. Donc on a un marché qui tente de trouver un bottom dans le sens où voilà, il y a des personnes qui sont présentes pour racheter le Bitcoin en dessous des 16 000. Ça, on a pu le constater effectivement sur le graphique, c'est-à-dire que si je vais sur le Bitcoin que je me mets en une heure, eh bien on constate que voilà, regardez, cette ligne, je peux la mettre sur les 16 000 par exemple, approximativement par ici, voilà, là je suis à 16 023 pour être plus précis. À chaque fois qu'on vient faire un tour en dessous des 16 000, il y a des gros portefeuilles qui sont présents pour acheter. Regardez ici, bim, ça rachète. Et là, regardez la taille des bougies vertes qui sont présentes, montre que le Bitcoin n'est pas prêt à aller chercher de nouveaux plus bas pour l'instant. Peut-être que ça arrivera plus tard, mais tant qu'il y a de l'argent, de la smart money qui est présente ici entre 16 000 et 15 500 grosso modo, eh bien le Bitcoin n'ira pas plus bas. Mais bien sûr, c'est encore beaucoup trop tôt pour effectivement tirer quelconque conclusion sur ce marché, en tout cas pour essayer de savoir si la continuation sera baissière ou si on va rebondir par le haut. Ça pourrait être assez rapide, on pourrait avoir l'information assez rapidement, mais là c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce qui est sûr, c'est que le prix est bloqué à 16 000. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont présentes pour acheter. Admettons qu'il y ait, j'en sais rien, 25-30 entités, je dis des chiffres au pif, qui soient présentes ici pour acheter. Si on cumule la somme de ces 25 entités de ce qu'elles veulent acheter, on a à peu près, admettons, 500 millions de dollars. Voilà, 500 millions de dollars qui souhaitent être investis. Eh bien, peut-être que là, il y en a, parce qu'ils n'achètent pas tout en même temps. Et comme je parlais, il y a les crises de liquidité qui font que voilà, ils peuvent acheter seulement sur des grosses périodes de vente, sur des moments où effectivement il y a une panique. Et donc, ces 500 millions, eh bien, peut-être que là, il y en a déjà 100 millions qui ont été investis ici, peut-être 100 millions ici, il en reste 300 millions. Donc peut-être que ces 300 millions qui sont consacrés donc sur leur palier d'achat de ces entités, on va dire sur le niveau des 16 000, va permettre de racheter du Bitcoin à chaque fois qu'on vient chercher les 16 000. À ce moment-là, eh bien on a ce support qui se crée. Vous voyez, c'est comme ça qu'un support se crée finalement. C'est pas du hasard, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont présentes pour acheter du Bitcoin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous donne vraiment des exemples au pif, je vous donne des chiffres au hasard. C'est simplement pour expliquer le processus, c'est tout. Derrière, admettons, on va dire, dans cet exemple que je suis en train de donner, que là, les 500 millions étaient complètement achetés par ici, admettons, aux alentours du 20 novembre, eh bien, peut-être que si les vendeurs continuent de se manifester et qu'effectivement, plus aucune smart money n'est présente pour effectivement tenir ce support, à ce moment-là, on le casserait par le bas. On le casserait par le bas et on irait, par exemple, admettons, chercher les 13 800. Bon là pour coup les 13 800 je ne vous le donne pas au hasard, c'est simplement ça représente cet ancien sommet de la phase haussière qu'on a eu entre avril et juin 2019. Vous voyez, on a eu ce W, la neckline, etc. Donc c'est un niveau pertinent les 13 800. Donc admettons que la smart money ait acheté ce qu'elle souhaitait acheter sur les 16 000 et que effectivement la panique continue, que les personnes sont encore en train de vendre et qu'il y a beaucoup plus de pression vendeuse que acheteuse, et bien à ce moment-là, bim, on vient chuter sur ce niveau de support et à ce moment-là, la smart money va se représenter, va se manifester de nouveau. C'est-à-dire que c'est comme nous en fait, ils investissent par palier. Peut-être que là sur les 28 000 ils ont commencé à acheter, peut-être qu'ici ils continuent à acheter et peut-être que là ils sont en train encore d'acheter et sur les 13 000 ils ont encore un palier. Peut-être même qu'ils ont de l'argent qui permettra, pourquoi pas, d'acheter du Bitcoin à 10 000 ou voire à 5 000 $. Peut-être que cet argent ne sera jamais investi dans le Bitcoin parce qu'on n'ira pas. Mais il faut bien comprendre que c'est pas parce que c'est des entités avec énormément d'argent qu'ils savent ce que le marché va faire. On n'est pas dans une théorie du complot généralisée en se disant que voilà, les gros portefeuilles savent exactement où est le bottom, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils en savent rien. Ils font comme vous, ils font du DCA. Sauf qu'ils le font plus intelligemment parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour essayer de trouver les meilleurs moments pour investir, etc. Il faut bien comprendre que là, on n'est pas sur des petits particuliers qui investissent des petites sommes d'argent. Bref, vous avez compris le principe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on redescend aux 13 800, peut-être qu'il y aura pas 500 millions, mais 700 millions au niveau de la smart money qui pourra être investie. De la même façon, on aura une crise de liquidité parce qu'énormément de vendeurs seront présents, ce qui permettra aux entreprises d'acheter. Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous raconter avec les crises de liquidité, notamment ce qui concerne la liquidation en chaîne liée aux produits dérivés et le fait que les énormes portefeuilles puissent profiter de ces occasions pour acheter des actifs, eh bien vous pouvez aller voir cette vidéo qui date d'il y a 5 jours où j'essaye d'expliquer vraiment avec des exemples précis comment est-ce que ça fonctionne cette histoire de liquidité. Voilà, donc je reviens sur mon Bitcoin. Voilà, vous avez compris. Donc l'idée, ça serait que ici, la smart money se manifeste de nouveau et que derrière, effectivement, il n'y ait plus
de panique possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la panique a eu lieu, que la plupart des personnes ont déjà vendu leur bitcoin, il n'y a plus rien à vendre. Les bitcoins sont déjà en possession des personnes qui souhaitent les garder sur du long terme. Et donc, à ce moment-là, la tendance peut se renverser. C'est-à-dire que il n'y a plus beaucoup de vendeurs. Il suffit que quelques personnes s'intéressent de nouveau à ce marché, que ce soit des énormes portefeuilles ou même des particuliers, pour avoir des poussées assez rapidement. Toujours sur une question de liquidité. Si plus de vendeurs sont présents, donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'offres sur le marché. Si la demande revient petit à petit, on monte et c'est comme ça qu'on trouve un bottom sur un marché. Il faut bien le comprendre. Et ça peut arriver ici au 13 800, comme ça pourrait arriver dès maintenant au 16 000. Vu qu'on n'en sait rien, on achète finalement petit à petit. Et puis derrière, il y a quelque chose, un élément qui est quand même intéressant de savoir, c'est que lors des 2 cycles baissiers précédents du Bitcoin, donc je parle de 2018 et approximativement 2015, si je ne dis pas de bêtises, on a eu respectivement moins 86% sur le Bitcoin, ensuite moins 84% sur le Bitcoin, et aujourd'hui, actuellement, nous sommes sur un moins 77%. Donc on a eu 86, 84... Donc pourquoi pas imaginer 82 ou alors 80%. Donc si je reprends ça et que je mets 80%, on tombe pile poil sur notre ligne des 13 800. Si je prends cela et que je me mets sur, alors on va prendre les mots pour pas dire de bêtises, 82%, voilà, à ce moment-là, je tombe sur un prix d'approximativement 12 000 $. Donc on va dire qu'entre les 13 800 et 12 000, on a vraiment un cluster, une zone hyper intéressante pour investir. Voilà. Est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là? Bien sûr, je n'en ai aucune idée. Et vu que j'ai l'impression que tout le monde parle de ces 84-85%, peut-être qu'en fait, on va s'arrêter sur les 79% et bim, on va rebondir et ça va empêcher toutes les personnes qui auront voulu faire un coup de génie en achetant pile poil le bottom, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel il faut se méfier, c'est-à-dire que souvent quand on débute, qu'on est nouveau, on aimerait bien avoir un certain prix au niveau de notre achat sur le Bitcoin et même d'autres cryptos, et finalement ce prix n'arrive pas, et derrière ça monte très vite, très fort, et on se retrouve à acheter des prix beaucoup moins intéressants. Ça, il faut en être conscient, c'est le risque. Bref, j'en ai fini avec cette introduction. J'ai beaucoup parlé du Bitcoin ici. Aujourd'hui sur l'émission, on va parler du token Trust Wallet. On va regarder un peu ce que c'est. Sur CoinGecko, on va regarder un peu les données finalement de cette crypto, combien il y en a, combien sont émis, sur quelle blockchain elle est disponible, pourquoi est-ce que son prix est en train d'exploser par rapport aux news liées, finalement par rapport aux tweets de CZ et également par rapport au fait que Binance ait fait l'acquisition de Trust Wallet. Bref, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de parler de Trust Wallet, je rebondis avec ce que je viens de dire là juste avant l'intro, avec finalement un Ask Me Anything qui a eu lieu avec CZ, donc le CEO, le directeur de la plateforme Binance, qui est donc la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui dit vous ne devriez pas investir dans les cryptos si vous utilisez de l'argent que vous avez besoin, voilà, pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous devriez plutôt utiliser votre cash que vous n'avez pas besoin pour finalement de l'investissement long terme, donc peut-être plusieurs années. Ensuite, il explique que les traders inexpérimentés, même avec leur cash, doivent se méfier parce que il y a beaucoup de volatilité sur les marchés et donc c'est quand même très risqué. Il faut être conscient de ce risque pour investir. En fait, il rappelle des choses qui sont généralisées sur les marchés, mais qui ne sont pas spécifiques à un bear market, qui sont spécifiques à un marché tout court. Et c'est le genre de message qu'il ne faisait pas forcément passer lorsqu'on était en période d'euphorie. Alors que c'était le meilleur moment pour faire passer ce genre de message, puisque le marché a perdu 80%. Et c'est pas forcément une surprise que le marché perde 80%, on a vu ça ces 10 dernières années à de nombreuses reprises. Donc c'est pas étonnant en fait, on peut pas s'étonner de voir un Bitcoin qui perd 80%. On peut avoir raté la revente, etc. Ce qui est mon cas en partie, ce qui est peut-être votre cas également. J'ai pas revendu toutes mes cryptos ici lorsqu'on était au mois de novembre 2021 sur le sommet. Mais je me suis sécurisé suffisamment pour ne pas être en négatif au niveau du portefeuille. Voilà, tout simplement. Malgré tout, les performances ont été tellement négatives que ça a énormément impacté mon portefeuille. Je tiens à le préciser. Tout de même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant de voir ce genre de tweet. Est-ce que en fait finalement ça veut dire que CZ finalement est en train de manipuler ou de manigancer quelque chose?
Pas forcément. Il est peut-être simplement dans une optique où lui-même aujourd'hui il est affecté par ce bear market et il essaye de protéger un peu les gens. Ou alors est-ce qu'il fait ça parce qu'on est proche du bottom? Et bon, bien sûr, il ne peut pas savoir exactement où se trouvera le bottom, mais il doit savoir, il doit se douter qu'on est assez proche et peut-être que il aimerait bien avoir encore quelques crises de liquidité avec quelques paniques supplémentaires pour acquérir encore du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies à des prix encore plus réduits, etc. C'est aussi une possibilité, mais honnêtement, qu'il fasse ça pour manipuler le marché ou non, ça m'est égal en fait. C'est simplement le fait de voir ce genre de message par ce genre de personnes qui m'intéresse et qui me fait penser qu'effectivement, on se rapproche quand même pas mal du bottom en ce moment, hein. Bref, je vais continuer avec le token TWT, donc le token du projet Trust Wallet. La première chose à savoir, c'est que Trust Wallet a été racheté par Binance en 2018. Cet article date d'août 2018. Dans lequel il est expliqué que Binance rachète Trust Wallet à un prix assez faible, a priori, parce qu'il y avait pas mal de problèmes avec cette plateforme, me semble-t-il. Et il se trouve que Binance, a priori, on va dire, ont l'argent et ont les capacités, finalement, de créer quelque chose ou de faire prospérer une plateforme décentralisée sans trop de problèmes. Alors, son prix est à 2,30 $. Il a énormément, le token de ce wallet décentralisé Trust Wallet, finalement, explosé. En quelques jours, il a doublé sa valeur. Et en fait, c'est dû, a priori, aux tweets de CZ, puisque c'est juste après les tweets de CZ, en disant donc à plusieurs reprises qu'il fallait sécuriser ses crypto-monnaies, rester safe, aller sur les plateformes décentralisées pour stocker, etc., tout en faisant la promotion, en fait, finalement, de Trust Wallet. Donc il a raison, hein, c'est le patron, c'est le CEO de Binance. En même temps, Binance a racheté finalement Trust Wallet, et lui, il explique que si vous avez peur des plateformes centralisées et que vous souhaitez aller dans le décentralisé, je vous conseille Trust Wallet, etc. Tout ça, c'est logique finalement. Il a raison de le faire, parce que c'est ça, c'est une plateforme que Binance a racheté. Et on a pu voir le token de Trust Wallet qui a explosé. C'est marrant parce que finalement, Trust Wallet, c'est finalement quelque chose qui peut être utilisé comme MetaMask, mais le MetaMask n'a pas de token. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que si MetaMask avait un token qui représenterait sa valeur, ou du moins qui prendrait de la valeur en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y aurait sur MetaMask, a priori ce token aurait déjà vraiment explosé. Donc Trust Wallet, le token, a pris beaucoup de valeur. On peut regarder, ils ont sorti une extension, a priori récemment, c'est ce que j'ai cru voir sur Twitter. On voit qu'il y a il y a eu 30 000 téléchargements. Donc moi je ne l'ai pas encore ajouté à Chrome et je n'utilise pas encore cette plateforme. Mais on voit qu'ils sont en train de développer cette plateforme, donc Trust Wallet, également ce wallet, sur navigateur, à l'image de MetaMask. Sauf que MetaMask, attention, ils sont quand même loin devant. On est sur plus que 10 millions d'utilisateurs. Alors ça veut dire quoi, plus que 10 millions? Je sais rien. Est-ce que ça veut dire entre 10 millions et 50 millions? Ou est-ce que ça veut dire entre 10 millions et 100 millions? J'en sais rien. En tout cas, il y a énormément d'utilisateurs de MetaMask. Est-ce que vous pensez que Trust Wallet peut finalement, en termes d'utilisateurs, dépasser MetaMask? Alors là, comme ça, vous pourriez me dire oui, non. Mais en fait, en réalité, pour vraiment se faire une idée de la réponse à cette question, à savoir si Trust Wallet peut dépasser MetaMask, il faudrait l'ajouter à Chrome, aller tester les fonctionnalités et voir s'il y a des choses qui marchent, enfin voir déjà si ça marche bien de façon générale, et voir s'il y a des fonctionnalités en plus finalement par rapport à MetaMask. J'ai pas la réponse à cette question, je me renseignerai et je vais l'ajouter à Chrome et je vais utiliser Trust Wallet uniquement pour voir si ce produit a du potentiel. Et je vous ferai un retour là-dessus la semaine prochaine sur une autre émission. Malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une autre question qu'il faut se poser en fait, si vous voulez investir dans le token TWT. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi sert le token? Est-ce qu'il a une utilité sur la plateforme? Est-ce que si là, ici, où il y a écrit 10 millions, est-ce que le token prendra en valeur finalement? Est-ce qu'il y a un lien direct entre le nombre d'utilisateurs et le token? Voilà. Donc on va essayer d'avoir la réponse à cette question aujourd'hui, si j'arrive à la trouver, parce que je ne l'ai pas forcément cherché avant, mais on va regarder ça. En attendant, avant de vous parler directement du site web et essayer de voir l'utilité de ce token, on va aller voir les données intrinsèques de ce token. Qu'est-ce qui se passe? Donc comme je le disais, 400 millions en circulation pour une offre totale de 1 milliard, donc une inflation est à prévoir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire deux choses. Donc déjà, on voit qu'il est sur deux blockchains. Donc sur Energy, il n'y a quasiment pas de token, donc on ne va pas du tout s'y intéresser. Il est sur Binance, évidemment, puisque c'est un projet lié à Binance directement. On s'intéressera à son prix juste après, pour essayer d'identifier des niveaux pertinents, si jamais on veut faire du DCA par exemple, sur ce token. Donc voilà, tout simplement en cliquant ici sur du coup BSC Scan, vous allez tomber sur ce site et vous êtes donc sur l'explorateur de la blockchain finalement de la Binance Smart Chain. Et ça c'est intéressant, c'est là que vous pouvez observer tout ce qui se passe directement sur cette blockchain.
On observe donc qu'il y a bien les 1 milliard de tokens, mais en revanche ici, sur BSC Scan, on observe qu'il y a 215 millions de tokens simplement ici qui seraient en circulation. Alors si on retourne sur CoinGecko, on voit qu'il y a écrit ici 416 millions, hein. Donc effectivement, on comprend pas trop pourquoi. Honnêtement, j'ai pas la réponse en fait à cette question. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Ce que j'ai remarqué, c'est que si on regarde les adresses qui détiennent donc le token TWT, il y a l'adresse qui en détient le plus, donc qui en possède 785 millions. Mais bon, c'est le BSC Token Hub, donc en fait c'est le protocole qui permet de faire la passerelle entre finalement la BNB Beacon Chain et la BNB Smart Chain. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, c'est assez complexe et je ne suis même pas sûr d'avoir les compétences pour vous expliquer vraiment clairement comment ça fonctionne, mais l'écosystème décentralisé de Binance est composé de 2 blockchains, une qui est la blockchain native créée par Binance, qui s'appelle finalement la BNB Beacon Chain désormais, et c'est catégorisé par le trigramme BEP2, on va dire. Et ensuite, la blockchain qui est plus interopérable, qui permet, et qui est beaucoup plus utilisée, celle que vous utilisez au quotidien avec MetaMask et tout ça, qui est la Binance Smart Chain, et qui est compatible avec le réseau d'Ether, donc Ethereum Virtual Machine compatible, et vous avez une adresse Ethereum pour l'utiliser. Vous voyez là, vous avez tous les blocs de la Binance Smart Chain qui sont montrés en temps réel, avec les transactions qui sont effectuées sur la Binance Smart Chain, et vous pouvez aller sur la Binance BNB Beacon Chain, également regarder les blocs. Vous allez voir que il n'y a pas de transactions sur ces blocs quasiment. Vous voyez donc, les 2 réseaux sont liés, ça fait partie de l'écosystème de Binance, enfin la partie décentralisée en tout cas. Mais j'ai un petit peu de mal à cerner le fonctionnement de tout ça en regardant, en analysant le token TWT. Mais je vous en parle quand même, hein, c'est intéressant d'aller voir un peu les explorers aussi de temps en temps. Sur la BNB Beacon Chain, on regarde les holders, on observe qu'il y a en fait voilà, l'adresse qui en possède le plus, donc de tokens TWT serait est celle-ci avec 300 millions. Ensuite là 215 millions, 150, 120 millions, etc. Si on prend les 4 premières, qu'on additionne le nombre de tokens, eh bien on tombe pile poil sur, lorsqu'on regarde les holders sur la Binance Smart Chain, finalement on tombe pile poil sur le nombre de tokens de BSC Token Hub. Donc il y a des choses que je ne comprends pas forcément, mais ce qui est sûr c'est que là a priori le token supply, il n'est pas de 215 millions, puisqu'en fait j'ai vérifié sur CoinMarketCap, ils disent l'avoir vérifié ce supply, sur CoinGecko également on a 416, donc c'est pas logique en fait d'avoir 215 millions d'après les données que je trouve ailleurs. Donc a priori ça voudrait dire que parmi ces 785 millions, il y en aurait 200 millions qui feraient partie de la circulating supply. Donc c'est un peu étrange et du coup c'est pas transparent comme je le voudrais, en tout cas j'arrive pas à voir les données que j'aimerais observer. Sur certains projets, j'ai des fois plus de transparence et je vois vraiment les données qui sont expliquées dans la roadmap et dans le projet directement sur la blockchain. Là, c'est pas forcément le cas, mais j'ai trouvé quand même des informations qui peuvent nous aider à prendre des décisions, en tout cas à savoir si on va investir sur ce token. On va commencer avec ce site qui est community.trustwallet.com, directement donc lié à Trust Wallet. On va voir un peu ce qu'ils disent sur le token, à quoi ça sert, comment est-ce que c'est distribué, tout ça ce sont des informations qui nous intéressent pour savoir la pertinence. Notamment, comme je le disais tout à l'heure, si d'un coup énormément de personnes se mettent à utiliser ce wallet décentralisé, eh bien, est-ce que le TWT, le token, peut prendre de la valeur? Déjà, ils expliquent ici que c'est un utility token qui va servir pour inciter les gens à utiliser Trust Wallet. En dessous, ils expliquent que c'est également un token de gouvernance qui peut permettre de voter effectivement pour les décisions qui seront prises à travers ce protocole et cette application décentralisée en question, donc Trust Wallet, qui est un wallet qui ressemble à MetaMask, comme je le disais. Ils expliquent ici que ça peut servir comme moyen de paiement pour les personnes qui souhaitent faire des propositions sur le protocole. Ensuite, il parle d'affiliation, il parle des frais de transaction. Donc, Trust Wallet vous prend 1% de frais à chaque fois, sauf si vous avez $100 de TWT dans le portefeuille. C'est peut-être des choses qui ont changé, parce que là, je lis ça, je ne sais pas exactement de quand ça date, mais c'est simplement pour avoir, on va dire, une overview de tout ce projet de façon générale et savoir comment le token a été distribué. Donc ils expliquent aussi qu'il est distribué par rapport au earn sur le site. Donc si on va directement sur le site de Trust Wallet, hop, on va le faire ensemble. Vous avez ici une option stacking et vous allez pouvoir stack des cryptos. Et sur Osmosis par exemple, il y a 84% APY, sur Binance Coin 11%. C'est des pourcentages qui sont quand même relativement élevés. Et on voit que les gains sont calculés en BNB. Après, je ne sais pas comment il les distribue. Est-ce qu'il les distribue en TWT? C'est possible parce qu'il parle de TWT distribué en fonction des earn et du stacking. Et ensuite, vous voyez qu'au niveau, là, il marque liste des portefeuilles qui détiennent le TWT.
TWT. Il parle de Reserve Wallet, New User Acquisition, Developer Community Reward for Existing. En fait, ça correspond tout simplement aux 4 premiers wallets. Donc si je reviens là-dessus, on observe, voilà, les 300 millions, c'est les 30%, 150 et 120, c'est les 15 et les 12%, tout simplement. Donc du coup, si je reviens ici, voilà, on a les 30, les 15 et les 12. Il y a juste les 8,3 finalement. Quand on clique dessus, on observe qu'on tombe sur directement, alors ça met un peu de temps, voilà, mais on voit qu'il n'y a plus de TWT dessus. Donc a priori ils sont plus dans ce wallet et ils ont déjà été distribués, on peut en conclure cela. Et ils expliquent aussi que 25% des TWT ont déjà été distribués sous forme de giveaway, de promotion. Donc tout ça est très intéressant, mais ça ne me dit pas vraiment dans quelle direction va le projet. Moi, je préfère avoir des roadmaps précises, avec des distributions de tokens précises, des déblocages qui sont connus, donc telle année, tel mois, il y a tant de tokens qui se débloquent, etc., pour tels investisseurs, donc que ce soit privé ou public, mais qu'on sache un peu où est-ce qu'on va et comment est-ce que la direction du projet. Donc là, il y a de la transparence, mais on ne sait pas tout en fait finalement. Malgré tout, le fait que ce soit lié à Binance, que CZ en parle, etc., peut nous permettre de spéculer en tout cas sur du court moyen terme, sur une poussée de la valeur de ce token, notamment s'il y a une adoption qui se fait à travers cette plateforme, ou si un nombre indéterminé d'utilisateurs, mais assez conséquent, rejoignent la plateforme. Donc pourquoi pas tenter quelque chose à travers ce token, à travers l'achat, et pourquoi pas la spéculation sur le court terme, moyen terme de ce dernier. Alors on va passer au graphique, mais je voulais conclure en disant que ce token TWT a une forte inflation à venir, bien sûr, et qu'en plus il va être distribué, mais on ne sait pas trop comment et quand. Ça c'est un peu gênant. Malgré tout, comme je le dis, l'aspect spéculatif pourrait entraîner son prix à la hausse, et si on regarde Trust Wallet en lui-même, si on a un nombre d'utilisateurs qui effectivement augmente drastiquement sur la plateforme. On peut imaginer dans un premier temps que les personnes achètent 100 $ du coup de TWT pour ne pas payer les 1% de frais de transaction. Est-ce que ça c'est toujours d'actualité d'ailleurs? J'en suis même pas sûr, il faudrait se renseigner quand même. Et on peut imaginer également que les personnes qui vont faire l'effort d'aller créer un compte sur cette plateforme vont spéculer en achetant un petit peu directement dessus pour le hold, etc. Donc il peut y avoir un effet comme ça. Après, il faudrait espérer effectivement que d'autres utilisations soient trouvées à ce token. Et peut-être également qu'on ait une visibilité sur la distribution de ces tokens pour pouvoir vraiment avoir une base solide pour un investissement dans ce projet. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça pourrait venir à l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus spéculatif. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on a observé ces 2 dernières semaines avec les annonces de CZ et un token qui a pris tout de même 160%. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur un all-time high, c'est-à-dire que le token n'a jamais eu un prix aussi important. Ça peut être intéressant, mais on le fera après, de le regarder par rapport au Bitcoin. On voit ici, il y a un historique depuis le mois d'août 2020 finalement, et au début son prix était aux alentours des 10 centimes, et finalement ensuite il a stagné entre les 1 $ et les 60 centimes, pour maintenant casser ce range par le haut, et désormais, si jamais vous avez envie de spéculer sur une prise de valeur de ce token, mais avec un petit montant, parce qu'ici, on n'est pas suicidaire, on fait de l'investissement. Pourquoi pas y consacrer 0,5% de son portefeuille, voire 1% si on est un peu fou, quoi. Mais pas plus. Eh bien, à ce moment-là, quel serait le prix sur lequel vous pourriez l'acheter, ou du moins, quel est le prix sur lequel, moi, personnellement, je pense, pourquoi pas en acquérir avec mon portefeuille personnel? Eh bien, tout simplement, déjà, la première chose que l'on peut faire, déjà, il y a 2 choses que l'on peut faire. C'est se mettre un Fibo de prolongation pour voir si les niveaux actuels sont vraiment une forte résistance ou si on pourrait aller plus haut. On observe qu'effectivement, déjà, il y a eu 100% de performances qui ont été touchées au niveau de ce Fibo de prolongation, les 123 également, et que les 161,8 n'ont pas été touchés. Donc, vu qu'on a déjà dépassé les 100 et qu'on a même méché au-dessus des 123, il n'y a plus aucun problème maintenant pour retracer. On peut aller chercher les 161,8 au 3,16 $, mais je pense que là, a priori, une résistance risque de se manifester quand même assez rapidement. Derrière, on va voir comment ça se dessine. On pourrait aller sur du 1 heure, sur des graphiques plus court terme pour essayer d'identifier des tops, etc. Mais on va pas le faire. On va simplement spéculer parce que moi, de toute façon, le prix actuel, je ne l'achète pas. Donc moi, ce que je veux voir, c'est un retracement. Et le retracement, pour que je puisse investir sur ce token, il doit être à minima de 38,2. Donc je vais me mettre en daily, voilà comme ça, et on va regarder ce graphique comme ça. Donc on voit qu'en daily, c'est quand même flagrant ces bougies qui viennent de se produire. C'est vraiment sur ces 2 derniers jours, vraiment dû à l'annonce. Je reprends toute finalement l'amplitude de la valeur de ce token entre sa création et le sommet qui a été atteint très récemment. Et les 38,2, c'est les 1,70 $.
Je pense que c'est vraiment un endroit où si voilà, j'investis, bah, je le ferai avec vraiment une petite somme, vraiment une très petite somme. C'est-à-dire que si je veux consacrer 1% de mon portefeuille à ce token, bah, si je devais investir voilà, au 38 de Tfibo, bah, je le ferais peut-être qu'avec peut-être 20% de ces 1%, vous voyez. Je le ferai avec vraiment une petite somme. Ensuite, j'irai consacrer probablement 20% supplémentaires au niveau, pourquoi pas, de cette ligne. Alors je vais me remettre en weekly finalement, parce que je pensais qu'en daily ça serait pas mal, mais le graphique est est finalement pas si propre. Euh, donc les 38,2 c'est intéressant parce qu'on observe que c'est en fait ça représente vraiment cette mèche là. Donc il y a vraiment un point de support pertinent. Derrière en dessous on a les 0,5. Les 0,5 ça représente cette clôture. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez par exemple 20% au 38,2, vous consacrez 20% aussi au 0,5 et ensuite il vous reste 60 et les 60, eh ben, vous décidez où est-ce que vous les mettez, mais a priori quand même dans cette zone de rechargement. Ou alors vous prenez que 20% ici, voilà, comme ça au moins vous êtes sûr d'en avoir, vous supprimez ces 20% et vous mettez 80% dans la zone de rechargement tout simplement, en prenant le risque du coup de n'acheter que 20% de ce que vous souhaitiez investir sur ce token. Vous voyez, donc après c'est à vous de faire votre stratégie, il n'y a pas de règle exacte, mais je pense que c'est de toute façon plutôt cool de le faire par palier, histoire de rester serein, et surtout avec une petite partie du portefeuille, bien entendu. Mais voilà, c'est le token sur lequel, pourquoi pas, je pourrais tenter quelque chose. Et pour les personnes qui souhaiteraient en acquérir avec du Bitcoin, ce qui sera peut-être d'ailleurs a priori mon cas, puisque moi c'est comme ça que je procède en général, et on voit que là vraiment... ce token a un graphique propre et ça date pas forcément de ces 2 derniers jours. Finalement, on voit que le TWT est quand même un asset, enfin en tout cas une crypto-monnaie qui se comporte très bien depuis sa création puisqu'elle prend de la valeur par rapport au Bitcoin de façon très stable et de façon très linéaire depuis sa création. Regardez, on a cette ligne qui désormais a été cassée, qui était très très propre et qui était maintenue sur le cours. Alors ça nous produit une sorte de canal en expansion qu'on est venu briser par le haut de façon très nette. Et aujourd'hui, de la même façon, si jamais je devais mettre un niveau d'achat pertinent, en tout cas si je l'achetais avec du Bitcoin, eh bien ça serait ce niveau-là aux alentours des 6370 Satoshi, vous voyez. Donc on voit que le TWT a été très puissant par rapport au Bitcoin. Alors j'étais en train de le chercher par rapport à l'Ether, mais on voit qu'il n'y a pas qu'il n'existe pas. Mais si on regarde dans la globalité des cryptos, des fois vous pouvez voir pendant des bull markets, des phases d'euphorie, des cryptos qui performent, mais uniquement en fait parce qu'on a cette industrie, on a finalement de façon généralisée des blockchains et des crypto-monnaies qui performent. En revanche, des fois vous avez des cryptos qui en fait, malgré le fait qu'ils fluctuent avec les cycles que l'on connaît sur les cryptos, à la hausse très fortement et à la baisse très fortement, en fait, ils ne performent pas par rapport au Bitcoin, ils chutent. Du coup, il n'y a aucun intérêt à les avoir dans son portefeuille. Vraiment aucun, parce que si ils chutent en fait au fur et à mesure que le temps passe par rapport au Bitcoin, eh bien on peut se demander pourquoi est-ce que je n'ai pas du Bitcoin, c'est moins risqué que les autres actifs, et en plus, voilà, en général, sur les années, il prend de la valeur. Donc on se dit qu'effectivement, des fois, c'est intéressant de les regarder par rapport au Bitcoin, et quand vous avez des graphiques de crypto qui sont, on va dire, puissantes par rapport au Bitcoin, vous avez une bonne base pour vous dire que voilà, dans le temps, cette crypto s'apprécie. Ici, vous avez XRP. Je vous mets ça pour l'exemple. Là, toute cette partie du graphique, vous l'oubliez parce que on va simplement comparer ça avec le TWT qui lui a été créé en août 2020. Hop, tac, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ici. Tac, voilà. Et vous voyez que pour XRP, en revanche, finalement, que vous ayez eu du XRP ou que vous ayez eu du Bitcoin dans votre portefeuille, ça n'aurait pas changé grand-chose. On est aujourd'hui sur les mêmes niveaux qu'en août 2020. Voilà. C'est un range, c'est une crypto qui n'a pas pris de valeur par rapport au Bitcoin. Donc elle n'avait pas d'intérêt spécifique à être achetée, en fait, jusqu'à entre août 2020 et aujourd'hui. Je dis pas que ça va pas performer par la suite. Et il y a des cryptos pour qui c'est l'inverse. Vous voyez ça par rapport au Bitcoin. Ça chute. Donc vous avez finalement une crypto, vous dites mince, j'aurais mieux fait d'avoir du Bitcoin dans le portefeuille plutôt que d'avoir cette crypto un peu nulle sur laquelle j'ai investi de l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, quand vous avez un portefeuille de façon généralisée, c'est toujours bien de le diversifier avec une certaine quantité quand même de Bitcoin afin de limiter votre risque. Et lorsque vous allez dans les altcoins, les choisir également par rapport à leur graphique, leur graphique qu'ils ont par rapport au Bitcoin. Voilà. C'était pour conclure cette émission, j'arrive sur la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde.